Donc, bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va commencer à aborder un sujet qui va être central pour toute la fin de ce cours, qui est la distribution. Et on va l'aborder avec un angle un peu particulier, que l'angle des documents actifs, qui est un thème sur lequel j'ai fait une grande partie de ma recherche ces dernières années. D'un point de vue un peu plus théorique, on va voir ça comme des arbres qui s'échangent des informations et qui évoluent en permanence. Pour moi, c'est vraiment le cœur de la distribution, cette notion d'échange d'informations et d'arbres. Et on va retrouver la distribution de plein d'aspects différents jusqu'à la fin de ce cours. Donc voilà l'organisation, et on va utiliser ces documents distribués pour faire de la modélisation. Ensuite, on va regarder évidemment le sujet central pour la gestion de données, c'est l'optimisation de requêtes. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'optimisation de requêtes? On regardera un problème qui se pose dans ce cadre distribué, qui est le monitoring d'informations. Et on commencera à regarder brièvement, ce sera presque un peu un clin d'œil à la présentation de Victor Vianou après, le séquencement de tâches dans les systèmes distribués. Donc avec tout ce que ça ouvre sur les aspects analyse statique, donc qui regardera d'un point de vue plus fondamental dans le séminaire d'aujourd'hui. Alors, donc le contexte, là on passe à la distribution, on passe au web. Évidemment, on se retrouve tout de suite confronté à des millions de serveurs, des milliards de documents, tous les chiffres dont vous avez déjà entendu parler. Le problème un peu, à part la taille, il y a un autre aspect qui change, c'est le fait que tous ces différents systèmes sont autonomes. Quand on faisait des systèmes de gestion de données distribués, on va dire dans le bon vieux temps, on pouvait parler d'une dizaine ou d'une vingtaine de serveurs, mais ces serveurs, on les avait sous notre contrôle. On pouvait, d'une certaine façon, les gérer, les contrôler, les diriger. Là, vous découvrez un serveur qui est à San Diego, bah c'est autonome. Vous ne pouvez pas lui demander vous pouvez peut-être lui demander de poser des requêtes, vous pouvez lui demander de vous faire des services, mais d'une certaine façon, vous ne pouvez pas le diriger. Évidemment, tout ça étant très hétérogène, il ne tourne pas ni le même langage, ni le même operating system que votre machine. On verra aussi qu'un aspect fondamental là-dedans, c'est que les données changent en permanence et que ça complique le problème. Alors, il y a aussi plein d'autres choses dont on ne parlera pas trop ici, mais le fait qu'il y a de la mobilité. Quand maintenant on s'aperçoit que la plupart des systèmes dont on parle, ben, ce n'est pas des machines qui sont fixes, qui sont dans un bureau bien fermé, c'est le téléphone portable que vous avez dans votre poche. C'est le mien qui risque de sonner parce que j'ai oublié de le fermer. Bien, donc on passe des relations à des arbres. Ça, c'est un peu les standards du web, c'est XML, c'est des arbres. On passe de centralisé à distribué. On passe de données précises à des données probabilistes et incomplètes. On passe de schémas précis à des ontologies. Donc ça, c'est un peu le passage disons, des bases de données traditionnelles à la gestion d'informations sur le web. Et aujourd'hui, on va plutôt focaliser sur des arbres distribués. On ne regardera pas du tout les aspects imprécision et les aspects sémantiques qu'on avait traités à la leçon précédente. Bien. Alors, la leçon du passé, on va essayer de le tirer. Pourquoi ça a marché le modèle relationnel? C'est parce qu'on avait un modèle extrêmement propre et extrêmement formel pour des tableaux et de dimensions sur des serveurs locaux. On avait une logique et une algèbre. Eh bien, on va essayer de faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'on va passer au cadre qui nous intéresse. Donc, cette fois, on va avoir des arbres dans un contexte distribué, et on cherchera à avoir aussi une logique, une algèbre, c'est-à-dire des syntaxes précises et des plans d'exécution qui vont nous permettre d'évaluer les requêtes qu'on pourra préciser dans cette syntaxe. Bien. Alors, voilà un peu le plan qu'on va suivre. On va commencer à parler de modélisation. Ensuite, on parlera d'optimisation, de monitoring et de séquencement de tâches. Dans l'optimisation, je veux insister sur deux aspects particuliers, deux aspects que je considère comme les aspects fondamentaux, les aspects essentiels de la gestion de données. Alors, j'ai déjà beaucoup insisté, notamment dans la première leçon, sur la notion de vue, qui, à mon avis, est le concept fondamental pour gérer des données. Et là, on va découvrir un autre concept qu'on n'a pas du tout discuté jusqu'à maintenant, c'est le concept de flux, stream en anglais.
Donc j'utiliserai la notion de flux, j'utiliserai probablement, je vais me tromper probablement et souvent dire stream, mais cette notion de flot d'informations qui passe d'un point à un autre. Donc ça, c'est le concept fondamental dès qu'on parle de distribution ou dès qu'on parle d'évolution. D'accord ? Donc c'est un petit peu le pendant de cette notion de vue, et c'est quand on fait des requêtes sur des bases de données statiques, eh bien, sans arrêt, on est confronté sans arrêt à 10 aspects différents de cette notion de vue, la notion d'information intentionnelle. Quand on commence à parler de données distribuées ou de données qui changent, on est sans arrêt confronté à cette notion de flux. C'est vraiment le pendant. Bien, donc on commence sur comment on modélise ces données dans des systèmes distribués. Alors évidemment, les systèmes qui nous intéressent ici, c'est des systèmes qui travaillent sur des données et pas n'importe quel système distribué. Et donc on va voir ces documents actifs, ActiveXML. Alors le point de départ de tout ça, c'est des standards du web, c'est XML. Donc XML, alors c'est pas très compliqué, c'est pas quelque chose de très profond, c'est pas une invention, c'est des arbres. Donc c'est ce qui est proposé comme format standard pour échanger des données sur le web. Il y a la notion de service web, qui est ce qui vous permet de demander à un autre serveur sur le web de travailler pour vous. C'est ce qui vous permet d'interagir avec d'autres machines en utilisant évidemment les tuyaux d'Internet en dessous. Et puis, il y a des langages de requête comme XPath, XQuery, dont on parlera un petit peu. L'idée principale qu'on va suivre, c'est qu'on va baser notre gestion de la distribution sur l'échange de documents. Alors ça correspond bien à la vision du web, puisque la vision du web, c'est des données qui sont des documents XML qu'on s'échange. Et nous, on va compliquer un petit peu ces documents XML en rajoutant des appels de fonctions imbriqués dans ces documents. Alors XML, en deux mots, c'est quoi? C'est des arbres sans ordre. XML, le vrai XML, c'est des arbres ordonnés, mais nous, on va enlever l'ordre. N-ranked, c'est-à-dire des arbres dont il n'y a pas de borne sur l'arité de chaque nœud, qui ont des étiquettes. Ça, c'est XML. Alors, encore une fois, petite erreur ici, c'est ordonné. Donc, quand on va passer ah oui, avant de dire ça, on va commencer par enlever l'ordre, et donc on va utiliser une sémantique ensembliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas accepter qu'un nœud, d'abord, on ne va pas considérer l'ordre dans les enfants d'un nœud, et pour simplifier, on ne va aussi pas considérer qu'un nœud puisse avoir des enfants qui soient isomorphes ou... donc on va simplifier typiquement un arbre de cette forme-là en enlevant le fils de gauche. Alors ça, c'est pas innocent, parce que ça va nous ouvrir la porte à tout un paquet d'optimisations qui ne sont pas possibles si on considère des arbres ordonnés. Donc fondamentalement, ce qu'on va considérer dans cette leçon, c'est que les arbres ne sont pas ordonnés. Encore une fois, les arbres XML officiels sont ordonnés, il y a beaucoup de travaux très intéressants qui tiennent compte de l'ordre. Bon, et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va rajouter cette notion d'actif, d'XML actif. C'est-à-dire que ces arbres évoluent en permanence, et ils évoluent en particulier parce qu'il y a ces appels de fonctions qui les font évoluer. Donc, ils contiennent non seulement les feuilles de ces arbres ont des étiquettes, ont des données, mais ils peuvent aussi avoir des symboles de fonctions qui vont, d'une certaine façon, être interprétés comme des appels à des services extérieurs. Donc, c'est ce qui va nous ouvrir vers le monde extérieur. C'est ce qui va nous ouvrir vers le monde extérieur, donc on parle de distribution, et c'est ce qui va faire évoluer ces arbres, donc on parle de changement, on parle d'évolution, on parle d'arbres qui évoluent en permanence. Alors, si on enlève cette idée que les arbres évoluent en permanence, cette idée d'imbriquer des arbres dans des bases de données, c'est quelque chose d'assez vieux, c'est depuis les tout débuts avec les notions d'attributs procéduraux, par exemple, de Stonebraker. Voilà un exemple. Alors, cet exemple, c'est ma base de données de chansons sur mon téléphone. Donc, il y a des chansons que j'ai stockées. Hein, là, par exemple, T1, T2 et T3, ben, je les ai sur mon téléphone. Et puis, je peux faire appel à des serveurs. Alors, je peux faire appel au téléphone d'un copain. Je peux faire appel aussi à Deezer ou d'autres bases de données de musique. D'accord? Donc ça, c'est les points jaunes. Les points jaunes sont des appels à fonctions. Par exemple, T3,
Je ne l'ai pas stocké sur mon téléphone, je l'ai stocké sur mon ordinateur portable, et donc c'est un appel à mon ordinateur portable. Alors qu'est-ce qui se passe quand je veux vraiment des chansons, quand je veux par exemple faire un appel à, disons plutôt que P3 c'est le téléphone portable d'un ami, eh bien je vais récupérer potentiellement toute la musique de ce téléphone portable de mes amis. Donc les chansons à P3, c'est essentiellement une ouverture vers tout le monde de ce qui est stocké chez un ami à moi. On peut regarder que cet ami, lui, réfère aux musiques, parle des musiques qui sont sur mon téléphone, et donc il y a immédiatement la récursion. J'appelle un père qui m'appelle, les pairs s'appellent entre eux, etc. C'est dans un réseau, et ce réseau a des cycles, etc. Alors, donc ça nous amène à ces arbres qui évoluent. Quand je fais un appel à la musique de P3, bien évidemment, mon arbre a changé. Ça me permet de donner des données intentionnelles, c'est-à-dire d'avoir des données quand j'en ai besoin et de ne pas les avoir sur mon téléphone si j'en ai pas besoin. D'avoir des données dynamiques. Si j'appelle plusieurs fois cet ami, ben, peut-être qu'il a rajouté une chanson. Ben, dans ces cas-là, je vais découvrir sa nouvelle chanson. Je vais m'adapter à mes besoins. Et puis, bon, alors là, j'ai fait quelque chose qui semble plutôt dans un mode d'aller chercher de l'information ailleurs, mais on peut pousser de l'information vers moi. Cette fonction P3, songs at P3, ça peut être juste demander à un copain, quand tu as des chansons qui te plaisent bien, envoie-moi-les. Ou quand tu auras le prochain album de Leonard Cohen, envoie-moi-le. D'accord ? Donc ça, c'est toute la flexibilité de ce genre d'approche. Alors là, si vous voulez, par exemple, je pourrais demander d'obtenir toutes les chansons qui me sont disponibles. Donc là, si j'avais sur mon téléphone assez de mémoire, j'obtiendrais déjà toutes ces chansons-là, et puis là, j'irais appeler le téléphone de cet ami, je récupérerais plein de chansons et je les stockerais sur mon iPhone. Et puis après, je vais pouvoir appeler P2 et P1, et puis continuer. Alors P1, je vais me rappeler moi-même, et donc il faut que je gère un peu cette récursion. C'est pas trivial, mais on sait faire. Je vais appeler P2, je vais appeler Deezer. Attention, là, il commence à y avoir des problèmes, c'est-à-dire que Deezer ne va pas me laisser, va pas me passer toutes les musiques qu'ils connaissent. Alors d'abord parce que je n'ai pas la place pour les stocker, mais surtout parce que Deezer ne fait pas ça. D'accord ? Deezer vous dit, il faut me donner un nom d'artiste, et je vous dirai peut-être quelque chose. D'accord ? Donc essentiellement, on a la notion qu'il va falloir que je pose des requêtes. Je ne vais pas demander ramenez-moi toutes les musiques du monde, mais je vais poser des requêtes à ce document, et puis ce document va savoir que faire. Donc je vais poser des requêtes, par exemple, à ma base de données en lui disant j'aimerais des chansons de Leonard Cohen, puis il va me proposer celles qui sont déjà en local sur mon téléphone, et puis peut-être aller demander à des copains s'ils ont des chansons de Leonard Cohen, peut-être demander à Deezer. Donc on a poussé les requêtes vers la source, ce qui est une technique classique d'optimisation en base de données. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Là, j'ai demandé, alors je n'ai pas demandé Leonard Cohen sur l'écran, c'est Brel. J'ai demandé d'obtenir les chansons de Brel. Je me suis aperçu que j'en avais une sur mon téléphone, donc on me la propose tout de suite. Et puis là, on dit, bon, on va regarder chez le téléphone de ce pote, et puis on va récupérer une autre chanson de Brel. Mais maintenant, on a deux nouveaux sites à interroger. On peut rappeler celui-là, ce qui ne va rien donner puisque c'est le mien, et on peut aller appeler Deezer en demandant des chansons de Brel. Donc on a poussé les requêtes vers les sources. Alors, quand on commence à faire ça de façon un peu formelle, notamment là, j'ai pris une syntaxe Datalog, une syntaxe qu'on verra dans une leçon plus en aval, eh bien, on a posé une requête, oubliez les détails de la syntaxe, et ceux qui connaissent déjà Datalog pourront suivre. On a posé une requête qui a été transmise en des requêtes sur les autres, qui peuvent revenir, etc. Et donc là, on a de façon évidente ce prédicat PX qui est là, dans ce cas-là, la chanson est une chanson de Brel. On a fait du Datalog en poussant les sélections. On va utiliser les techniques classiques qui sont connues depuis des années, comme Query Subquery ou Magic Set. Donc voilà, on peut exprimer un problème de gestion de données distribuées. On a formalisé un problème de gestion de données distribuées. Et mieux que ça, maintenant, on va pouvoir utiliser des techniques classiques d'optimisation. Alors, quand on a fait ça, on s'aperçoit qu'on découvre immédiatement plein de problèmes. D'accord ? Ce que j'ai dit n'est pas si compliqué. Si on oublie un peu toute la terminologie, j'ai pris des arbres
des arbres de données, quelque chose d'assez classique. Et j'ai seulement rajouté un truc très simple, c'est certains de ces nœuds sont des appels à des fonctions quelque part dans le monde. D'accord? Donc ça a l'air assez innocent ce que j'ai fait. Par contre, quand on fait ça, ça soulève un certain nombre de questions. Cet appel de fonction, quand est-ce qu'on le déclenche? Alors, on peut le déclencher de façon quand il se passe un événement. Alors ça, c'est ce qui va nous amener vers tout ce qui était étudié de façon classique sous le nom de base de données active. On va le déclencher quand on a besoin de l'information. C'est ce que j'avais donné dans l'exemple. Quand quelqu'un me pose une requête sur des chansons de Brel, eh ben, on va appeler Deezer. Avant ça, on ne fait rien. Donc ça, c'est ce qui nous ramène à tout ce qui était les bases de données déductives et l'utilisation de l'information intentionnelle. On va le faire uniquement quand le service à distance va décider de nous envoyer de l'information. Là, on est dans quoi? On est dans un mode de souscription. Hein. Je ne vais pas poser une requête à Google, je vais dire à Google, envoie-moi une alerte quand tu trouves un document qui a tel et tel mot-clé. On est dans un mode souscription. Autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat? Une fois qu'on a ce résultat, est-ce que ça remplace la fonction? Est-ce qu'on garde quand même la fonction? Combien de temps le résultat est valide? Alors, si je pose une requête à une archive en qu'est-ce qui s'est passé en 1953, d'accord? La requête, le résultat, ben, il est valide pour toujours, parce que cette requête ne va pas changer. D'accord? Par contre, si je pose comme requête quel est le titre du journal aujourd'hui, eh bien, la réponse, c'est demain. Demain, il faudra que je repose la requête, parce que le titre va changer entre aujourd'hui et demain. Si je me pose la requête quelle est la valeur de l'action Vivendi, dans quelques secondes, le résultat sera plus le même. Donc, combien de temps cette donnée est valide? Il va falloir rajouter des contrôles pour expliquer ce genre de choses. Peut-être le plus intéressant là-dedans, c'est si vous me demandez un de ces documents avec des appels de fonction, qui doit évaluer les appels de fonction? Est-ce que je dois les évaluer avant de vous envoyer le document, ou est-ce qu'on va attendre, je vous envoie le document et c'est vous qui les évaluez? Alors, si vous regardez bien, le plus classique dans notre monde, c'est de les évaluer avant. Si vous regardez, par exemple, une grande façon d'utiliser de développer des sites web en ce moment, c'est en utilisant PHP MySQL. PHP MySQL, vous avez des appels de fonction comme ça, des appels à la base de données MySQL. Mais avant d'envoyer un document PHP, on fait l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on imagine que la personne qui va recevoir le document ne pourra pas faire les appels de fonction. Là, on est dans un monde où c'est des appels de service. Des appels de service, tout le monde peut le faire. Alors, voyons ça de façon un peu plus graphique. Donc, j'ai un document qui est un article du Monde et qui parle d'un certain nombre d'expositions qui ont lieu en ce moment à Paris. D'accord? Enfin, en ce moment, la date est pas vraiment correcte, qui se passe à un moment donné à Paris, donc oublions la date ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux envoyer ce document. Première technique, j'appelle le service, alors je ne sais pas, Télérama, et je demande qu'est-ce qui se passe comme exposition à Paris. Télérama évalue la requête getEvents qui est là, trouve qu'il y a Matisse, un certain nombre d'autres choses, me renvoie cette réponse que j'insère dans le document, et ensuite, j'envoie le document avec toutes les informations dedans. D'accord? La personne qui est au bout n'a absolument pas besoin de calcul ou quoi que ce soit, voit immédiatement la liste de toutes les expositions. Autre technique, bah, je ne me casse pas la tête, j'envoie le document tel qu'il est, et c'est la personne qui reçoit le document qui va appeler Télérama, et qui va recevoir, Télérama va évaluer la requête, et va l'évaluer, la renvoyer, et donc va remplir le document. Donc, lequel est le mieux? Bah, écoutez, ça dépend des applications. Hein. Ça peut être celui qui envoie ou celui qui reçoit. Bah, suivant les cas, il y a un cas qui est meilleur ou un cas où c'est l'autre. Alors là, j'ai essayé de mettre des raisons pour lesquelles on ne suivrait pas la philosophie classique de PHP MySQL de matérialiser avant d'envoyer. Bah, la première chose, c'est si je vous envoie des documents sans avoir matérialisé, vous pouvez plusieurs fois, aujourd'hui, demain, dans une semaine, regarder le document et à chaque fois, vous retrouverez de l'information fraîche. Donc, je vous ai donné une information beaucoup plus riche parce que je vous ai donné une information qui vous permet de faire de la mise à jour sans venir m'embêter d'une certaine façon, sans même que je sache que vous êtes en train de faire ça. Alors, il peut y avoir aussi des questions de sécurité. Peut-être que moi, je n'ai pas le droit
d'aller regarder ce service, ou peut-être que le service en question veut savoir qui utilise vraiment ces données. Donc si je vais chercher les données, bah, c'est peut-être pas correct, parce qu'il voudrait savoir que c'est la personne qui en fait a vraiment reçu le document qui va aller chercher. Peut-être pour des histoires de paiement, qui va payer les données. Des problèmes de performance. Peut-être que j'ai des millions de requêtes comme ça, et si je dois commencer à faire tous ces appels en permanence, eh bien, je ne vais pas y arriver. Par contre, vous avez tout le temps de faire ces appels, ça ne vous coûte rien. Il y a plein de raisons suivant les applications, et choisir comment on appelle, c'est vraiment un peu de l'art là-dedans. Et on verra dans la section joyaux de cette technologie comment on peut faire ça en se basant sur le casting des types. Alors, ce que je voudrais reprendre rapidement avant d'aller plus loin dans la technologie, c'est montrer que cette idée très simple de rajouter des appels de fonctions dans nos arbres, qui avait l'air totalement bénigne au départ, et quand on a commencé à étudier ça, c'était au début avec la thèse d'Omar Benjeloun, on ne pensait vraiment pas que ça nous mènerait si loin. Eh bien, ça ouvre plein de portes. Ça faisait bien ce qu'on voulait. Nous, on avait mis ça pour pouvoir traiter la distribution, donc ça traite bien la distribution. Mais du coup, ça vous branche aussi dans tout ce qui est base de données déductive. Ça vous branche aussi dans base de données, tout ce qui est base de données active, tout ce qui est base de données de flux. On va voir qu'à partir du moment où on a une fonction, on peut voir cette fonction comme une souscription, et à partir de ce moment-là, vous avez un flux d'informations qui vous arrive. On ne va pas en parler ici, mais ça vous ouvre vers tous les domaines comme les entrepôts, la médiation, etc. Alors, ça fait peur, hein, parce qu'on a tous ces sujets-là qui avaient été étudiés pendant des années et qui sont considérés comme assez difficiles. Mais d'une certaine façon, on n'a pas le choix. Donc il va falloir être le plus simple possible dans ce contexte, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire de la distribution, ça nous paraît être le sujet, le point essentiel. Alors maintenant, on va regarder justement, parce que c'est un peu pour ça qu'on a introduit ces fonctions, on va regarder si elles servent vraiment à ce qu'on voulait, c'est-à-dire à permettre de répondre à des requêtes de façon efficace dans un environnement distribué. C'est ça la difficulté, hein. Encore une fois, pour revenir un peu en arrière, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, parce qu'en enseignant un cours de base de données distribuée, c'était à Stanford, je me suis aperçu que le très très beau cours de base de données relationnelle, qui était bien poli, qui avait des années, on expliquait l'algèbre, le calcul, tout allait bien, la théorie de la concurrence, c'était beau, c'était parfait, il y avait des maths derrière et tout. Quand on passait à la distribution, le cours, on sentait bien qu'il y avait plein de trucs vachement intéressants derrière, mais essentiellement, le cours consistait à donner aux étudiants une liste de recettes de cuisine. Alors, quand vous avez trop de données, vous la coupez en morceaux, vous fragmentez, vous envoyez sur 10 machines. Quand vous avez des requêtes, vous poussez. Et s'il y a de la récursion, oh là là, vous espérez qu'il n'y en a pas, ou s'il n'y en a pas, bah, ça se gérera, vous ne savez pas trop comment. Donc, ça devenait une liste de recettes de cuisine. Et tout ce travail, c'est essentiellement d'essayer de passer à quelque chose de plus formel. Bien. Alors voilà où on en est. Donc on est dans un monde distribué, on a un système, donc on a des paires. Chacun de ces paires procure du stockage et du calcul. Et puis chacun de ces paires ont des documents actifs qui parlent d'autres documents actifs. Donc si vous voulez, vous avez un graphe de machines. Et à l'intérieur de ces machines, vous avez un graphe de documents, un graphe de contenu qui se réfèrent les uns des autres. Là-dedans, on a des données extensionnelles, les données qui sont véritablement stockées dans ces arbres. Et puis, il y a des données intentionnelles qui disent, bah, si vous avez besoin de cette information, allez demander à votre voisin. Et si vous avez besoin de cette information, allez demander à votre voisin. D'accord ? Et alors, une fois que vous avez ça, vous avez un modèle pour parler de distribution de données, eh bien, la question, évidemment, c'est, j'ai une requête, hein, c'est ça qui m'intéresse finalement, tout le reste, c'est de la littérature. J'ai une requête, comment je peux y répondre et comment je peux y répondre de façon efficace ? Alors efficace, encore une fois, on va se focaliser ici sur la question de minimiser le temps de réponse à cette requête. Dans l'absolu, il peut y avoir d'autres critères comme de minimiser, par exemple, de maximiser le nombre de requêtes que je peux traiter par seconde, des choses comme ça. Alors, première chose, c'est qu'on s'aperçoit que tout le monde travaille. Il va y avoir du travail qu'on va faire localement. Il va y avoir une vision globale de cette requête qui va expliquer que
machin fait ça, puis passe le travail à quelqu'un d'autre qui va faire ça, etc. Donc il va y avoir du calcul local et ce qu'on peut voir comme du calcul global. Alors du calcul local, ça c'est essentiellement ce qu'on fait dans les bases de données relationnelles, c'est-à-dire que, oubliez stream pour l'instant, vous avez deux relations en input et puis vous avez un arbre, une requête algébrique qui vous dit ce qu'il faut faire sur ces deux relations en input et puis vous sortez une relation en output. Ça, c'est classique relationnel. Oui, mais dans le cas distribué, cette relation en input, ça peut être le calcul de quelqu'un qui est à San Diego, et cette relation en output, il faut peut-être que je l'envoie à San Diego. Et peut-être qu'on a, de la récursion. Donc, ce n'est pas clair que je puisse avoir toute la relation en input avant de commencer à travailler et produire ma relation en output. Ça, c'est ce qu'on fait dans les moteurs d'algèbre relationnelle. Mais ce n'est pas ce qu'on dit aux applications. Au niveau de l'application, c'est invisible. Là, comme on est dans un cadre distribué, on ne peut pas le cacher. Et donc, on va être obligé de dire que tout travaille sur des inputs. On ne travaille plus sur des relations, par exemple, on travaille sur des flots de relations. On ne produit pas des relations, mais on produit un flot de relations. Éventuellement, on produit un flot de relations avec à la fin end of file. Donc, on a bien dit, ça c'est terminé, on a bien produit une relation. Mais fondamentalement, si vous voulez, l'objet de notre algèbre, ce n'est plus une relation, mais c'est un flot. D'accord ? Immédiatement, vous voyez arriver la notion de dynamicité. Ce truc, il évolue. Je n'ai pas une relation, une autre relation, je fais leur jointure et je produis un résultat. J'ai des flots, j'ai un flot, et tant que ces flots ne sont pas finis, il faut que je travaille et que je produise des relations. C'est dynamique. D'accord ? Notion de flot, dynamisme. Alors, ces flots, c'est des communications au niveau global. C'est des communications entre ces paires. Donc là, j'ai 4 paires qui travaillent, qui s'envoient mutuellement des flots de données. Et du point de vue de l'optimisation de requêtes, eh bien, il va y avoir cette notion de déléguer un travail à quelqu'un d'autre. On verra des exemples, même super sophistiqués, où à la limite, on a un très très gros travail à faire, on est complètement débordé par ça, ça nous dépasse, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le distribuer un peu partout. On va utiliser 5, 10, 1000, 10 000 paires pour faire le boulot. Le premier exemple pour s'échauffer, si vous voulez, un exemple très simple. Je veux faire une sélection sur une union de deux relations. Bon, ça a l'air très simple, d'accord ? Donc, ce que je peux dire, c'est que je peux demander aux deux paires, envoyez-moi vos relations, et puis localement, je fais l'union, je fais la sélection, puis je suis content. Ouais, sauf que je sais que ça ne va pas être très bon en pratique. Les performances vont être désastreuses. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais faire de l'optimisation locale. Ça, c'est ce qu'on sait déjà faire. Me dire, c'est que plutôt que de faire l'union de deux grosses relations, il vaut mieux faire la sélection d'abord, et puis cette sélection-là, après, ça va me donner des petites relations, et faire l'union, ça ne coûte pas cher. Donc là, c'est réécriture locale, quelque chose de hyper classique, on fait ça depuis 20 ans. Plus rigolo, c'est de se dire, mais maintenant, cette sélection, au lieu de la faire moi sur le pair 3, si je demandais au pair 1 et au pair 2 de la faire eux-mêmes, là, on a de la délégation de travail. Donc là, on est dans un mode où le travail va être fait par R et S, par les deux paires 1 et 2, et puis ils vont m'envoyer un petit peu de NUPLAY, et moi, j'aurais plus qu'à faire l'union localement. Alors, pourquoi c'est très cool ? Parce que ce qui coûte cher, maintenant, c'est les communications. Et là, j'ai sauvé des communications. Finalement, faire une sélection sur une machine pendant longtemps, c'était le gros travail. Mais à partir du moment où vous avez des communications, si ces communications sont sur un réseau local, à la limite, ce n'est pas beaucoup plus lourd que d'aller lire sur un disque. Mais si paire 1 et paire 2 sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui passent par le backbone d'Internet, ça peut prendre jusqu'à une seconde pour arriver. Et puis, si vous avez beaucoup de données, ça va coûter très cher. D'accord ? Donc voilà, réécriture locale, réécriture globale. On va regarder maintenant un truc encore plus sophistiqué, MapReduce. Ça, c'est le gros truc à la mode, hein, c'est Hadoop, c'est tous ces trucs-là. Tout le monde veut faire ça. Vous avez peut-être entendu ou lu dans la presse le mot Big Data. Big Data, en gros, c'est parti de MapReduce. D'accord ? Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose d'assez simple. Je veux faire une jointure entre deux relations R et S. Bon, là, je n'ai pas grand-chose à faire. Hein. Je n'ai rien à pousser au pair 1, je n'ai rien à pousser au pair 2.
A priori, je ne vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais leur demander les relations, puis je vais faire la jointure. Si R fait 1 téraoctet, S fait un demi-téraoctet, juste en communication, j'ai le temps d'aller, je ne sais pas, d'aller faire des courses et d'aller voir un film, peut-être. C'est pas terrible, hein, d'accord? C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, voilà ce que vous dit MapReduce. Donc là, je vais demander l'aide de 2 paires intermédiaires. Mais imaginez, c'est parce que c'est plus facile à dessiner, imaginez qu'il n'y a pas 2 paires intermédiaires, mais qu'il y a 1000 paires intermédiaires. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais essentiellement prendre la relation R et la dispatcher sur plein de paires différents. D'accord? Alors, je vais les dispatcher sur plein de paires différents. Par exemple, je vais prendre une fonction qui va retourner 1 ou 2 de façon aléatoire sur les attributs de la jointure. Et puis, à partir de ça, je saurai si je dois envoyer ça au pair 1 ou au middleware 1 ou au middleware 2. Donc, les middleware 1 vont recevoir tous les nuplets qui viennent de R et qui ont la clé qui a la bonne propriété. Et tous les nuplets sur lesquels les attributs de la jointure aussi ont la même propriété pourront les joindre et envoyer au pair 3. Et puis, middleware 2 trouveront tous ceux pour lesquels la propriété des attributs de jointure, c'est l'autre valeur. Vachement bon, j'ai diminué ma jointure par 2. Les données que ma jointure reçoive ont été diminuées par 2. Et c'est ça qui est l'opération coûteuse. Tout le reste étant linéaire, la jointure sans n log n, j'ai vachement gagné. Mais j'ai mis 2. Mais pourquoi 2? Encore une fois, on pourrait mettre 10, on pourrait mettre 1000. Donc si vous voulez faire MapReduce, c'est la même chose, mais vous prenez plein de middleware, plein de paires qui vont travailler en parallèle. Je distribue les données dessus, et puis donc ça c'est le map, et à l'arrivée je les ramène sur le pair 3, ça c'est le reduce. Alors, on en arrive à essayer de préciser un tout petit peu cette algèbre, juste pour préciser les idées. J'ai des nœuds qui vont faire des requêtes, et là, je vais avoir toutes les techniques d'optimisation de requêtes locales, parce que ça, un arbre étant local, la requête là est locale. J'ai un nœud qui me permet d'exprimer des requêtes, par exemple des requêtes sur des patterns d'arbres, d'accord? Et puis, j'ai des nœuds qui me permettent d'envoyer sur des canaux des données ou de recevoir des données de ces canaux. Alors là, par exemple, j'ai un canal 2, j'ai un nœud qui envoie sur le canal 2, et puis j'ai 2 récepteurs du canal 2. Et puis, j'ai aussi des données qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est les channels, les canaux avec des inputs qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc là, c'est le mode de calcul, la petite machine à calculer sur des données. Et encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez à la fois, ça vous précise à la fois la donnée et la machine à calculer dessus, puisqu'il y a une requête ici qui peut être relativement compliquée, qui peut aller faire des sélections, des projections, ce que vous voulez. Donc, comment ce système évalue? Il évolue en ayant les paires qui évaluent des requêtes, qui envoient des données, qui reçoivent des données venant du monde extérieur, d'accord? Pour vous donner un genre d'idée des résultats qu'on peut obtenir, c'est juste pour illustrer, les détails ne sont pas importants, vu que je ne vous ai même pas défini formellement ce que c'était que ces requêtes avec des patterns d'arbres. Il y a des cas où ça marche, il y a des cas où c'est cher, il y a des cas où c'est indécidable. Bon, c'est l'informatique résumée pour les enfants. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, évidemment, quand on ne calcule pas, quand ces arbres-là ne se contentent de faire de l'envoi de données, ça reste gérable. Quand on fait des requêtes assez simples comme des sélections, etc., ça reste gérable. Quand on commence à utiliser des trucs plus compliqués, notamment des jointures un peu compliquées, eh bien là, on arrive au monde, on arrive dans un monde qui est un peu plus difficile. Et si on a des jointures arbitraires, on est passé dans un domaine où on est peut-être indécidable. Le problème qu'on doit gérer des données qui rentrent dans le système, évidemment, complique aussi les choses. Donc, si vous êtes un système qui est un petit peu, si vous voulez, autonome, qui se suffit à lui-même, on peut faire plus de raisonnement que si vous avez des données que vous ne gérez pas, qui viennent de l'extérieur. Bien.
Et les techniques d'optimisation, bah, c'est relativement là. Une fois qu'on a fait ça, on a juste bien formalisé le problème et on est retombé dans le monde classique de l'optimisation de requêtes, c'est-à-dire qu'on a une algèbre, on utilise des règles de réécriture algébrique, il faut avoir des estimateurs de plans de requêtes, et puis après, il faut des heuristiques pour ne pas avoir à chercher dans tout l'espace de requêtes. Ça, c'est ce que j'avais expliqué même dans la leçon inaugurale pour le modèle relationnel. Alors, je vais juste, en intransparent, vous montrer deux techniques qui sont essentielles dans ce cadre-là. C'est l'externalisation de données et la réplication de données. Alors, l'externalisation de données, bah, supposons que la grande patate au milieu, ce soit votre téléphone portable et que vous ayez un document qui, d'une certaine façon, encombre votre téléphone portable. Il y a beaucoup de données dedans, c'est très gros, vous n'avez pas envie de garder tout ça. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exporter, externaliser une partie de ces données dans des sites amis, en choisissant typiquement les données que vous n'utilisez pas souvent. Donc là, j'envoie ça sur mon téléphone perso, j'envoie ça sur un serveur d'entreprise. Et l'autre chose, c'est que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces données. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre serveur de l'entreprise, je vais faire de la réplication. Donc maintenant, à partir du moment où ces données sont disponibles sur plus de machines, on a déjà vu ça, eh ben, c'est plus efficace. Donc voilà, c'est le genre de technologie que l'on utilise sans arrêt et que grâce à ce modèle avec des arbres et de la distribution, on peut formaliser. Bien. Alors, je voulais vous montrer un problème qui a peut-être moins de sens dans le cadre des bases de données relationnelles, mais encore que je relierai ça avec des techniques du modèle relationnel, c'est le monitorage. Donc, ces applications, et on en verra tout à l'heure un exemple, c'est dommage, j'aurais peut-être pu la mettre là, sont très souvent des applications avec beaucoup de changements, énormément de communication, et puis des paires qui peuvent arriver et venir. Et quand vous regardez ça en tant qu'utilisateur, ça peut être ou en tant que surveillant de ce genre de système, ou en tant que, je ne sais pas moi, PDG de l'entreprise en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est difficile, c'est difficile de comprendre et d'arriver à analyser, de proposer une vue, si vous voulez, abstraite, un résumé de ce qui est en train de se passer dans le système, d'où la nécessité de faire du monitorage. C'est difficile aussi d'être capable de détecter des problèmes. Détecter une mauvaise utilisation du système. Détecter, on verra tout à l'heure justement la fabrication d'ordinateurs Dell, détecter qu'on va être en rupture bientôt de telle pièce détachée. Donc il faut surveiller ce genre de système en temps réel. Alors voilà comment ça démarre. Donc on a le système, donc on a ces paires qui sont autonomes, qui fonctionnent. Et la première chose à faire, c'est pour les monitorer, il faut qu'ils acceptent d'installer sur eux-mêmes ce qu'on appelle des alerteurs. Alors, ce n'est pas complètement nécessaire, on peut aussi les surveiller de façon plus externe en regardant comment ils interagissent avec le reste du monde, avec des services web, mais essentiellement, il faut avoir une vue de ce qui est en train de se passer. Donc des alerteurs. Deuxième chose, ces alerteurs vont s'échanger des flux d'informations. Je vous l'ai dit, tout est basé sur des flux. Ensuite, on va avoir des outils pour faire du calcul sur ces flux. Et enfin, on va avoir les résultats, on veut les publier, on veut peut-être les rentrer dans le système, etc. On veut faire quelque chose avec. Ça, c'est, on peut par exemple faire la publication à RSS ou envoyer des emails ou faire des choses comme ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que tout passe par des flux. On surveille, vous détectez un événement, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. Et puis donc le quelqu'un d'autre, il reçoit de vous des flux de données extrêmement dynamiques. Tout ça rentre dans des arbres. Alors, comment on surveille ces flux? Essentiellement, on regarde un de ces arbres, on est intéressé par une requête sur ces arbres. Qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver des flux qui rentrent dans le document. Le document évolue de façon constante sous, si vous voulez, ces flux d'informations qu'il reçoit. Et puis, on a fait avec un étudiant, Pierre Bourris, on a étudié ça, et avec Bogdan Marinoiu, on a étudié comment arriver à évaluer en permanence des requêtes sur ces flux.
Donc ça, on est dans un sujet que les gens de base de données reconnaissent immédiatement. On est dans ce qu'on appelle la maintenance de vue. Et plus particulièrement de la maintenance de vue incrémentale, puisqu'on a mis un changement et on veut pouvoir savoir comment le résultat change de façon incrémentale sans évidemment avoir à recalculer complètement la vue là-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est un peu le cœur de cette méthode de surveillance dont on a besoin. Et donc on a développé un moteur qui s'appelait Xlog, qui permettait d'étudier l'évolution de ces vues. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour ça, on s'est retrouvé à utiliser des tas de techniques existantes en base de données. Donc, encore une fois, à partir du moment où vous vous mettez à étudier des arbres qui évoluent de façon dynamique, vous vous retrouvez à utiliser pratiquement obligatoirement tout un paquet de technologies. Alors, il y a évidemment des nouvelles technologies à inventer, c'est intéressant, mais ce qui est surtout très, très, très intéressant, c'est de voir que toutes les technologies qui ont déjà été mises au point retrouvent leur place là-dedans. Il y a aussi des techniques de filtrage de flux. Donc là, on utilisait un filtrage par automate qui s'appelle Y-filter. Parce qu'essentiellement, ces flux, vous voulez savoir ce qui se passe dedans, et évidemment, vous allez, là, c'est des données ordonnées, c'est des mots, et il faut utiliser dessus des techniques d'automate. Alors, séquencement de tâches dans les systèmes distribués, je ne vais pas du tout vous montrer de technologie, je vais juste vous montrer un problème. Et l'idée, sur laquelle Victor va revenir, c'est que c'est très difficile d'arriver à spécifier, à surveiller comment des tâches sont séquencées. Ça revient très souvent dans ces applications à faire dialoguer deux systèmes qui sont des gros systèmes très, très isolés et qui ont du mal à parler avec le reste du monde, qui sont le système de base de données, dont on parle sans arrêt ici, et un système qui est plus spécialisé pour faire du séquencement de tâches, qui est le système de workflow. Donc il y a ces deux gros bousins, et c'est des trucs qui doivent dialoguer entre eux et qui ont du mal à dialoguer entre eux parce qu'ils utilisent des modèles formels différents, parce qu'ils utilisent des terminologies différentes et des choses comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est d'arriver à contrôler ce qu'ils sont en train de faire. Et évidemment, quand il y a cette notion de temps, les choses à vérifier sont plus compliquées. Hein, d'accord ? Là, j'ai mis sur l'analyse, une illustration rapide sur le fait que l'analyse est plus compliquée que l'évaluation, mais ça, Victor en parlera beaucoup mieux dans sa présentation. Alors, je voulais vous montrer un exemple sur lequel on a travaillé, notamment avec Albert Benveniste à Rennes, qui est l'exemple suivant. Donc, c'est la chaîne de fabrication d'ordinateurs chez Dell. Donc, ça, vous avez l'habitude d'aller chez un commerçant et vous voyez le commerçant. Et puis, vous n'imaginez pas exactement tout ce qui se passe derrière. Là, vous essayez d'imaginer ce qui se passe quand vous allez acheter, quand vous êtes un client et que vous allez acheter chez un des sites web qui vendent du matériel Dell, il y en a pas mal. Vous avez choisi votre ordinateur, vous allez passer une commande, il va y avoir une vérification auprès de votre banque que vous êtes quelqu'un de crédible, que vous avez de quoi payer l'ordinateur. Après, votre commande va partir à une usine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que des usines Dell, il y en a plein un peu partout dans le monde. D'accord ? Pour fabriquer ça, il va falloir des pièces détachées. Les pièces détachées sont dans un entrepôt. Encore une fois, des entrepôts Dell, il y en a plein partout dans le monde. Ce qui est très intéressant comme système, c'est que les pièces détachées qui sont dans l'entrepôt Dell n'appartiennent pas à Dell. Elles appartiennent aux suppliers, aux fournisseurs de chez Dell. D'accord ? Donc, quand vous êtes fournisseur de chez Dell, vous mettez vos pièces détachées dans l'entrepôt de Dell, sont encore à vous. Ça devient propriété de Dell à partir du moment où quelqu'un, une machine, prend la pièce détachée pour la mettre dans un ordinateur. Donc, les fournisseurs font partie de la figure de façon très, très précise, c'est-à-dire que c'est eux qui décident en particulier quand est-ce qu'il faut mettre des pièces détachées. Et pour décider quand est-ce qu'il faut mettre des pièces détachées, ils ont besoin de savoir déjà ce qui se passe au niveau des magasins. Qui a commandé quoi? Si on attend qu'il n'y ait plus de pièces détachées pour en remettre sur étagère, eh ben on est en rupture de stock, ça va retarder la fabrication. Donc là, vous avez ça. Et puis, vous avez évidemment toutes les sociétés qui vont livrer toute la livraison. Il y a plein de façons de livrer votre ordinateur, etc. Donc, vous avez un système assez compliqué,
on va dire système complexe, dans lequel il y a plein de machines autonomes qui ont des données, des bases de données, des workflows autonomes, et qui doivent arriver à collaborer à une tâche, c'est qu'au bon moment, chacun des milliers de personnes qui commandent des ordinateurs chaque jour, je ne connais pas du tout les chiffres, reçoivent son ordinateur et qui a exactement tout dedans, dans les temps, etc. Donc c'est extrêmement compliqué et on est vraiment dans un cas web avec des données autonomes sur des serveurs autonomes. Et c'est le genre de choses qu'on peut très facilement modéliser avec des échanges de documents et des évolutions de documents actifs. Si vous essayez de vous asseoir et d'écrire le workflow de ce système-là avec des automates ou des choses comme ça, bah, vous mourrez tout de suite. D'accord ? C'est trop compliqué, vous n'avez pas les informations. La seule façon de bien décrire ce genre de séquencement de tâches, c'est en considérant quels sont les échanges d'informations entre ces différentes machines et comment les états de ces différents systèmes évoluent dans le temps en fonction de ces échanges d'informations. Donc voilà, il y a un ordre de commandes qui contient un certain nombre de champs, et c'est cet ordre de commandes qui, d'une certaine façon, ou des morceaux de cet ordre de commandes qui vont être échangés entre les différents systèmes. Donc là, on est dans un cadre qui est centré autour des données. Ce n'est pas un gros automate qui décide de tout. Ce qui décide de tout, c'est ce document qui est d'une certaine façon la pièce de référence pour cette commande particulière. Et il va y avoir 1 million de documents en même temps. Mais ce qui est important, c'est les contraintes sur comment ce document ou des morceaux de ce document sont échangés dans le temps. Alors voilà, là on voit le document au moment où il arrive dans le site de commande. La plupart des choses sont vides. On a commencé à remplir un certain nombre de choses quand c'est devenu en usine, et au moment de, oups, j'étais un peu vite, au moment où il est livré, ben, il y a pratiquement tous les champs qui sont remplis, heureusement, parce qu'on n'a pas le droit, de passer du statut dans l'usine au statut en livraison tant qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment peut-être le service de vérification qui a mis son oui en disant oui, le paiement a été fait, oui, l'ordinateur a été vérifié, oui, il peut partir en livraison. Alors voilà, là j'ai fait une belle animation pour montrer ça. Vous avez votre système qui est très compliqué, vous avez votre commande qui est là, il y a le catalogue qui est là, c'est des données qui ne bougent pas. Votre commande qui est construite au moment où vous la lancez. On vérifie que vous êtes bien solvable. Une fois que ça s'est vérifié, ça passe à l'usine. L'usine va rajouter un certain nombre de tâches à faire, va envoyer des tâches à l'entrepôt, donnez-moi les pièces détachées, va envoyer des tâches à la livraison, préparer la livraison, fixe, je ne sais pas, réserver un livreur, etc. L'entrepôt revient, la livraison a été terminée. Bon, là, c'est fini, vous prenez votre document, il est archivé, c'est toujours là, il est juste archivé. En cas de... Vous avez toutes les informations dedans. Bien. Donc là, c'est des travaux qu'on a fait pour montrer différentes façons d'exprimer le séquencement de tâches. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même, comme chaque fois, essayer de vous montrer au moins un aspect technique que je trouve particulièrement sexy. Et là, je vais vous parler... Alors, casting, j'ai oublié de réfléchir à comment on traduirait casting. On va dire casting dans cette leçon. Hein. Le casting de documents vers un type. Alors, le problème du casting, c'est que vous avez un document avec ses appels de fonction, et le type qui est d'une certaine façon votre but à atteindre. Alors, ça peut être votre but à atteindre parce que vous devez envoyer ce document je dois envoyer ce document à Victor, et Victor n'accepte les documents que si là, ils ont ce type T. Il est dans notre protocole d'accord entre lui et moi, je ne sais pas, peut-être qu'il est l'usine de Dell ou
ou la personne qui reçoit le journal, je ne sais pas, mais dans notre protocole d'accord, il est marqué que je dois lui envoyer un document de type T. Pour l'instant, le document n'a pas le bon type, il a des fonctions dedans, et il faut que je trouve quelle fonction je dois appeler pour amener le document à ce qu'il ait le bon type. Qu'est-ce que je connais? Je connais les signatures des fonctions, je sais ce qu'elles doivent retenir. Alors, vous voyez déjà à quoi ça peut servir si on se rebranche sur le problème de tout à l'heure. Si j'ai une fonction qui ne doit pas être appelée, le type devra dire ici, il doit y avoir une fonction. Par contre, s'il y a une fonction qui doit être évaluée avant de l'envoyer à Victor et que la fonction reçoit une chaîne de caractères, le type va dire ici, je veux une chaîne de caractères. Il y a une façon déjà de spécifier s'il faut évaluer les fonctions avant ou après leur envoi. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça devient un jeu à deux joueurs. On va mettre ça avec Juliette et Roméo pour sortir un peu d'Alice et Bob. Donc, Juliette, elle doit choisir quelle fonction appeler. Donc, Juliette, c'est moi. Et Victor, c'est Roméo. Victor, c'est le service qui répond à ma demande. Et donc, Roméo va choisir la valeur à répondre. Alors, Roméo ne peut pas tricher, il doit suivre le type de la fonction. La signature de la fonction, on la connaît. Roméo doit choisir n'importe quelle valeur à l'intérieur de la signature de la fonction. Alors, c'est un jeu, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Juliette gagne si elle arrive au type T et qu'elle peut envoyer le document à Victor. Et si elle n'y arrive pas, c'est Roméo qui a gagné. Alors, pour simplifier les choses, parce que manipuler des arbres, c'est toujours compliqué, etc., on va voir ça avec des mots. Donc, on a un alphabet, on a un ensemble de règles context-free, R, et on a le type qu'on vise, on va dire que c'est un langage régulier, et on a un mot pour démarrer. Et donc, la question, c'est Juliette a ce mot pour démarrer, elle connaît toutes les conditions du jeu, d'accord? Est-ce qu'elle peut arriver, en appelant des fonctions, jusqu'à un mot du langage T, du langage régulier T? Alors, ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est l'alternation des opérations. Il y a des quantifications existentielles. Juliette choisit la prochaine fonction appelée. Et puis, il y a des états universels, c'est Roméo, je ne contrôle pas du tout ce qu'il peut faire. Roméo peut répondre n'importe quoi, d'accord? N'importe quoi du moment qu'il y a le bon type. Donc, il y a cette alternation entre existentiel et universel, et Juliette va gagner si, quel que soit, si sur tous les calculs qui vont alterner des il existe et des quel que soit, eh bien, au bout, elle est gagnante. Alors, j'ai mis ici un petit exemple où le problème peut soit devenir gagnant, soit perdant. Juliette gagne ou perd avec les mêmes règles de transformation et le même type T qui est AB, AB, AB étoile, d'accord, suivant le mot de départ. Alors, supposons qu'on démarre par ABA. Alors, ABA, qu'est-ce que va faire Juliette? Elle peut choisir. Hein. Donc, comme elle est intelligente, elle choisit d'appeler le second A. Donc là, comme on choisit le second A, elle va recevoir quelque chose du genre A, B, C étoile. Ensuite, elle va appeler les C s'il y en a, d'accord? Et les C retournent tous des AB, donc elle va les appeler tous. Et elle a gagné. Donc sa stratégie est quand même très simple dans ce cas-là, c'est appeler le deuxième A, et quoi qu'il se passe, évaluer les C. Et vous vérifiez qu'à l'arrivée, on a un AB, AB étoile, elle a gagné, d'accord? Par contre, si le départ c'est AB, Juliette, elle ne peut rien y faire. D'accord? Pourquoi elle ne peut rien y faire? Parce que regardez, le nombre de A au départ est égal au nombre de B. Ça paraît bien, c'est ce qu'on a dans la cible. Par contre, si ça ne répond pas à la cible. Hein. Le départ c'est AB, ça ne répond pas à la cible, puisque la cible c'est AB, AB, AB étoile. Donc il faut qu'elle fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut appeler soit A, soit B. Mais si elle appelle l'un ou l'autre, dans tous les cas de figure, le nombre de A va devenir plus petit que le nombre de B, et ça restera comme ça pour toujours. Donc, quoi qu'elle fasse, elle a perdu. Voilà, donc un exemple où Alice, je suis vraiment trop d'habitude d'Alice. L'exemple de gauche, Juliette gagne. L'exemple de droite, Juliette perd. Alors, c'est un jeu de réécriture qui est indécidable en général. Il y a eu
d'assez beaux cas de décidabilité qui ont été montrés par Anka Muschel, Schwentik et Ségouffin. On peut simplifier le problème notamment quand on considère que Juliette doit choisir les appels de fonction de gauche à droite. Donc on limite un peu la marge de manœuvre de Juliette. On peut aussi, dans les cas de décidabilité, il n'y avait pas de récursion aussi notamment, ou de la récursion mélinéaire. J'ai travaillé aussi avec d'autres personnes sur du casting très efficace en utilisant des grammaires non ambiguës. C'est un domaine qui est très rigolo parce que ça rebranche évidemment sur tout ce qui est théorie des langages réguliers, etc., ce qui est quand même assez passionnant et ça change un peu les idées des bases de données classiques. Donc on a atteint la conclusion. Il y a eu plein de travaux autour d'ActiveXML. C'est un système qui a été développé, qui est open source. On a même développé un petit système sur un téléphone portable. Alors, le logiciel commence à dater un peu, je ne suis plus certain, vous savez, ces choses-là, ça vieillit, et quand on ne s'en sert pas, ça s'abîme. On a fait des travaux que moi je considère qui attaquent les problèmes très pratiques, très utiles, comme les travaux sur la réplication et l'optimisation de requêtes. On a aussi regardé des techniques qui permettaient d'évaluer, de faire le minimum d'appels de fonctions. Vous voulez résoudre un problème, un appel de fonction, c'est cher. Ça coûte cher, pas tellement parce que vous appelez une fonction, ça c'est que dalle, mais parce qu'il va y avoir la réponse qui va venir avec plein de données, etc. Donc si vous pouvez éviter de faire ce genre de choses, et puis il y a du travail à l'autre bout, etc. Donc on a fait ce qu'on appelait des appels de fonction fainéants, paresseux. On a fait pas mal de travaux sur ce problème de casting. Et puis, il y a eu d'autres travaux, en particulier un travail qui utilisait ça pour faire du diagnostic dans des systèmes de télécommunications. Moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, mais c'est des gens qui sont arrivés avec un problème de diagnostic de système de communication et s'est aperçu qu'on arrivait à utiliser. Un des problèmes qu'ils avaient, c'est qu'il y avait énormément de données et que ça générait des volumes de données qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser et des données qui étaient notamment très récursives, et donc ça tombait exactement dans ce qu'on savait bien faire en ActiveXML. Il y a eu des travaux sur le contrôle d'accès, il y a eu des travaux sur comment concevoir des systèmes distribués dans ce cadre-là. Plus récemment, alors là c'était ce que j'avais dit au tout début sur les notions de données probabilistes et inconsistantes, on a fait des travaux là-dessus. Alors, pointeur vers la suite, comme je vous l'ai dit, la suite du cours, il y aura énormément de travaux sur la distribution. Alors là, j'ai mentionné Datalog, il y aura toute une session, tout un cours autour de Datalog parce que, essentiellement, je pense que c'est le bon outil pour gérer la distribution. Et puis, un cours sur la gestion de données distribuées et puis sur les bases de données distribuées. Donc, la distribution va jouer un rôle central dans la fin de ce cours. Et je voulais faire un peu de remerciements pour beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet avec moi, en particulier beaucoup de doctorants. Bien. Merci.